Saddam Hussein will be removed no matter how long it takes. Le 20 mars 2003, les forces américaines entrent en guerre contre l'Irak. Depuis le 11 septembre, l'Amérique se cherche des coupables. Et elle a choisi une cible, le régime de Saddam Hussein. Je crois que les Américains, à ce moment-là, étaient vraiment dans cette logique qu'ils allaient refaire le Moyen-Orient. Et que Saddam Hussein étant un des obstacles à la démocratie, on envahissait l'Irak, Saddam Hussein partait, et qu'à ce moment-là, la démocratie pouvait très bien fleurir à Bagdad et dans l'ensemble du pays. Très vite, les Américains affichent leur suprématie militaire. Après jour, inébranlablement, leurs chars avancent vers Bagdad. Et une question les taraude. Mais où est donc passée la résistance irakienne? De toute façon, les Irakiens ont opposé très peu de résistance à l'armée américaine parce qu'ils sont très faibles militairement par rapport à l'armée américaine et puis parce que je pense que très peu d'Irakiens avaient envie de se battre pour Saddam Hussein. Peu d'Irakiens se battent et le résultat est là. Le 4 avril, 2 semaines après le début de l'offensive, les Américains arrivent aux portes de Bagdad. Ils sont à 10 km du centre, autour de l'aéroport international. Et cet aéroport porte le nom du dictateur, un symbole. La garde républicaine, fidèle à Saddam Hussein, tente de repousser les assaillants. Ultime baroud d'honneur, très vite balayée par la puissance de feu américaine. Mais ce jour-là, le régime de Saddam Hussein entend se battre sur un autre terrain, celui de la communication. Cet homme s'appelle Mohamed Saaf. Il est ministre de l'information, mais son vrai métier, c'est la propagande. We the forces in National Airport and we cleaned the whole place of the airport by our Republican Guard. Now the Republican Guard is in full control of Saddam International Airport. La guerre des mots et des images est bel et bien en marche. Pendant que les Américains diffusent en boucle les images de la prise de l'aéroport, le ministre de l'Information irakien fournit aux médias une vidéo de Saddam Hussein se promenant sourire aux lèvres dans les rues de la capitale. Face à cette guerre d'images, les journalistes sur place s'interrogent. Saddam, le 4 ou le 5 avril, apparaît dans les rues du centre de Bagdad. Alors on a dit que c'était un sosie. Pas le sentiment. Ce qu'on voit ou ce qu'on entend de Saddam, c'est uniquement des choses que la propagande nous livre. Nous n'avons pas de contact avec le régime irakien à haut niveau. C'est impossible. C'est pas le genre de la maison. Dès lors, les questions ne manquent pas. Ces images ont-elles été tournées le jour même? Est-ce bien Saddam Hussein que l'on voit? Un homme pouvait nous le confirmer, c'est le caméraman qui a tourné ces images. Nous l'avons retrouvé à Bagdad. La scène a bien été filmée ce 4 avril 2003. Ce jour-là, Saaf, le ministre de l'Information, est venu faire une interview sur notre chaîne de télévision. Et il a demandé s'il y avait encore des caméramans disponibles. On lui a dit qu'il n'en restait qu'un, et en l'occurrence, c'était moi. Il a demandé à ce que je me rende à une adresse pour un service particulier. Je savais bien que les services particuliers, ça concerne toujours un ministre ou un haut dignitaire. C'est donc bien le ministre de l'Information qui est à l'origine de cette mise en scène. Lorsque le caméraman arrive sur place, il découvre que la personne qu'il doit filmer n'est autre que Saddam Hussein. J'ai paniqué, j'étais vraiment terrorisé. Je ne l'avais jamais eu en face de moi. J'étais tellement affolé que je ne parvenais pas à mettre mon zoom en place. Il monte sur une voiture et commence à haranguer la foule en disant « je suis là, on va tous les écraser, etc. » Et il fait ça dans plusieurs endroits, très vite, très rapidement. Mais en même temps, il le fait. C'est comme d'habitude Saddam qui fait un geste de défi au régime américain, comme il le fait jusqu'à la fin. Mais malgré sa fébrilité, le caméraman va en tournant ces images s'apercevoir d'autre chose. Saddam n'est pas escorté comme d'habitude, signe que la fin de son règne approche.
Il y avait le photographe personnel de Saddam. Il s'appelait Abu Hassan. Il a vu que j'avais peur. Alors il est venu vers moi et m'a dit « Ne sois pas effrayé, il est foutu, regarde. Il y a beaucoup moins de gardes autour de lui. » Parmi les fidèles, il ne restait plus que Rokan, un de ses bras droits qui a été tué plus tard par les Américains, et Abderhmoud, son garde du corps personnel. Alors qu'il savait pertinemment que Bagdad allait tomber, Saddam Hussein a donc pris le risque de rester jusqu'au bout pour l'image. Il avait des opportunités de fuir, il avait des pays d'accueil, il avait des structures effectivement de cache qui auraient pu lui éviter d'être arrêté par les Américains. Il a décidé dès le début de rester sur le sol irakien. Et les services de renseignement américains ne vont pas tarder à confirmer la présence de Saddam Hussein ce jour-là, à Bagdad. 3 jours plus tard, il bombarde le quartier où il est apparu. Bilan 14 morts, tous des civils. Saddam, lui, n'était plus là. Plus les chars avancent vers la capitale, plus la résistance faiblit. Des milliers de combattants irakiens préfèrent déserter ou se rendre. Seuls quelques miliciens résistent encore, mais leurs moyens sont dérisoires face à l'armée américaine. Alors, faute d'avoir un adversaire à leur mesure, les soldats américains ouvrent le feu sur tout ce qui bouge. Il n'y a plus de soldats devant eux, le rouleau compresseur est déjà passé, les bombardements ont fait leur travail, les soldats ont déserté les tranchées quand ils y sont restés un peu. Il n'y a pas de guerre il n'y a pas de guerre contre des militaires. Et ils font comme si. Ils ne se sentaient pas dans un milieu qui était à leur mesure. Ils se sentaient finalement dans un espèce de jeu vidéo où les petits bonhommes verts qu'ils avaient vus sur des jeux vidéo aux États-Unis étaient dans la rue. Des gens qui ne comprenaient ni la langue, ni la culture. Ils ne savaient pas où ils étaient. Souvent, en leur disant quel quartier vous êtes, ils disaient « je ne sais pas », etc. Un jeu vidéo dans lequel ce sont les civils qui sont les cibles. Affolés, désorientés par des règles de sommation américaines qu'ils ne comprennent pas, ils sont très souvent abattus. Ces derniers jours-là sont absolument noirs. Ils ont tué trop de civils dans leur manière de faire qui est absolument pas adaptée à la situation dans laquelle ils sont. Et les soldats américains vont provoquer une bavure plus visible que les autres. Le 8 avril, un obus tiré par un char américain atteint l'hôtel Palestine, où loge toute la presse internationale. Jean-Paul Marie est dans l'hôtel. Il comprend aussitôt que c'est la chambre située un étage en dessous de la sienne qui a été touchée. En entrant dans la chambre, j'ai vu que la chambre était dévastée et que sur le sol, il y avait un homme, Taras Protsiuk, un caméraman, qui avait le ventre ouvert, du pubis au sternum, et qui était en train de mourir. Ce jour-là, 2 journalistes, l'un espagnol, l'autre ukrainien, périront suite à cette erreur de tir. Les Américains, les Marines ne faisaient pas la différence. Pour eux, tout ce qui apparaissait face à eux était avant tout une menace. Et on leur avait dit « shoot first, check after ». On tire d'abord, on vérifie ensuite. Et l'auteur de ce mot d'ordre, c'est cet homme, le lieutenant-colonel Brian McCoy. Il est en charge d'un régiment de Marines qui doit conquérir le centre de Bagdad. Moi, je le découvre ce jour-là, donc un colonel assez direct, assez franc, qui a un discours assez original, qui assume beaucoup une forme de violence, une forme de brutalité, dont les objectifs sont extrêmement clairs. C'est quelqu'un qui est sûr de lui,
convaincu de ses méthodes, qui dit crueler it will be and sooner it will be finished. Enfin, plus cruel ce sera et plus vite ce sera fini. Ou qui dit on n'est pas ici pour se faire aimer, on est ici pour se faire craindre. C'est à la John Wayne, c'est je suis comme je suis et vous pouvez le dire et vous pouvez le montrer. Un colonel qui assume ses bavures militaires. Un ennemi largement surestimé, un dictateur introuvable. L'armée américaine a besoin de redorer son blason. Et paradoxalement, le 9 avril 2003, c'est le colonel McCoy qui va lui fournir le symbole qu'elle attend. Dans la nuit du 8 au 9 avril, McCoy et ses hommes campent aux portes de Bagdad. Depuis 3 semaines, les missiles américains pilonnent sans arrêt le complexe présidentiel. Et puis soudain, au petit matin, tout s'arrête. Au matin du 9 avril, on est tous surpris. On est surpris par le silence, on est surpris par l'absence de mouvement militaire, on est surpris par le départ brutal des Irakiens, et on se dit que quelque chose d'anormal se passe. En fait, ce matin-là, les dernières poches de résistance ont fini par céder. La ville est ouverte à celui qui voudra bien la prendre. Et c'est le colonel McCoy qui va saisir l'occasion. C'est un type qui a compris la chance qu'il avait ce jour-là, que sa journée a considérablement évolué depuis le matin. En gros, il imaginait la chute de Bagdad pour le 10. Et là, j'ai l'impression qu'il comprend au fil de la journée que la chute de Bagdad, c'est pour aujourd'hui, que la chute de Bagdad, c'est pour lui, et qu'il a des opportunités à saisir. Et effectivement, pour apparaître comme le libérateur de Bagdad, McCoy sait qu'il doit être le premier à faire une déclaration devant la presse à l'hôtel Palestine, l'hôtel bombardé la veille par erreur où logent les radios et les télévisions internationales. À 16h15, McCoy croise la route d'un photographe français. C'est lui qui va indiquer au colonel la direction de l'hôtel. Je suis dans ma voiture comme depuis 3 semaines pour suivre les Marines du colonel McCoy. Au moment où j'arrête ma voiture, je me rends compte que McCoy a enquillé derrière moi, suit ma voiture et il s'arrête à ma gauche, c'est-à-dire qu'il a dépassé lui aussi sa colonne. Je lui dis, bah, le Palestine est devant. So nearly 3 weeks after this war began, US forces are now coming into the center of Baghdad. Et on voit arriver une colonne de Marines qui arrive et qui s'installe où? Aux Palestine. Il est 16h30. Les Marines entrent en force dans l'hôtel. Les civils irakiens sur place sont effrayés. Seulement quelques minutes plus tard, le colonel McCoy, nouveau héros de l'Amérique, savoure sa victoire à travers les premières interviews accordées par ses troupes en plein cœur de Bagdad. Pour le caporal Edward Chin, c'est le début de la gloire. Crazy. Pretty good warm welcome from everybody. Good luck. Stay safe. Thank you. La foule irakienne a commencé à venir vers nous, à nous offrir des cigarettes, des fleurs. Certains essayaient de nous prendre en photo. On a été plutôt bien accueillis. Et la parade des soldats américains devant la presse a attiré un petit groupe d'Irakiens hostiles à Saddam Hussein. Eux aussi cherchent un symbole pour marquer la chute du dictateur. Or, sur la place du Paradis, devant l'hôtel, trône une immense statue de bronze de Saddam Hussein. Au moment où les Irakiens, le groupe d'Irakiens s'attaque vraiment à la statue, moi je dirais 100-150 personnes maximum. Il y a surtout des chiites irakiens. Les chiites irakiens ont un gros contentieux avec Saddam Hussein, puisque Saddam Hussein les a massacrés. On parle de 200 000 morts. Donc ils sont là et ils essayent de s'attaquer à la statue. Et le premier à attaquer la statue, avec une rage perceptible, c'est cet homme. Il s'appelle Radim Sherif, c'est un ancien champion d'haltérophilie très connu en Irak, devenu vendeur de motos.
J'ai été persécuté par Saddam. Dans le passé, il avait fait condamner à mort plusieurs membres de ma famille. Plus tard, son fils Oudaï m'avait commandé plusieurs motos qu'il ne m'a jamais payées. Alors comme j'ai protesté,